Bonsoir à tous, c'est notre rendez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire avec le Grand Oral. Et aujourd'hui, notre Grand Oral est un homme qui fut toujours à cheval entre le monde politique et le monde judiciaire. Ancien magistrat, député honoraire, il avait notamment présidé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre 2015. C'est Georges Fenech qui passe ce soir le Grand Oral des GGMO. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Vous publiez un livre coup de gueule, L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. C'est paru aux éditions du Rocher. Et je vous présente les GGMO qui vous interrogeront à mes côtés ce soir pour en parler. Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Colonel de réserve de Tsahal. Et les questions de sécurité vous tiennent évidemment très à cœur. Et bonsoir Clément Vérénal. Bonsoir Benjamin. Vous êtes journaliste et vous avez aussi attentivement lu l'ouvrage de Georges Fenech et vous avez, je sais, beaucoup de questions à lui poser. Et si vous le voulez bien, ouvrons tout de suite Georges Fenech avec nos questions cartes sur table. Je nous accuse, juges et politiques, d'impuissance coupable et de non-assistance à France en danger. Cette phrase introductive de votre ouvrage, Georges Fenech, donne le ton de ce livre, à cheval entre le cri d'alerte et le témoignage, le vôtre, celui d'un homme qui a vécu des années durant plongé dans ces problématiques. Et vous dénoncez tour à tour violence, délinquance, trafic de stupéfiants, idéologie permissive promue par le syndicat de la magistrature, peine de prison insuffisamment appliquée. Ce constat, Georges Fenech, on va le dire honnêtement, il est connu, il est dit et prononcé depuis très longtemps. Qu'est-ce qui manque ? Une personne qui veut ou qui peut apporter la solution ? Oui, il manque une volonté politique, bien sûr, mais vous avez rappelé, quelque sorte, ma double casquette d'ancien magistrat et de député, ce qui m'a permis de voir des deux côtés, je dirais, de l'échiquier, comment les choses se sont peu à peu, si vous voulez, détériorées, ce que j'appelle une dérive en réalité du pouvoir. Il y a eu une volonté conquérante des juges en France et surtout d'une idéologie au sein de la magistrature depuis les années 70, 80, 90 jusqu'à nos jours, qui se sont un peu substitués, je dirais, aux législateurs pour imposer une vision idéologique dite de la défense sociale nouvelle, c'est-à-dire qu'on considère que le criminel, grosso modo, n'est pas totalement responsable de ses actes, car il est lui-même première victime des discriminations sociales, ethniques, etc. Dès lors, pourquoi le condamner sévèrement ? Il faut le comprendre et l'excuser. Et là, vous avez assisté depuis toutes ces années à une explosion de la délinquance en raison de l'impunité, de l'inexécution des peines. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les politiques n'ont pas réagi ? D'abord, il y avait une accointance, je dirais, entre un courant politique de gauche, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, et ce syndicat de la magistrature qui prend le pouvoir dans les cabinets ministériels. Et il y a eu ensuite avec la droite, et c'est pour ça que je dis je nous accuse, car j'ai appartenu à la droite politique et donc je prends ma part de responsabilité. La droite soit s'est fait contaminer un peu par ses idées, il faut le reconnaître, soit et surtout, et ça je l'ai vécu de l'intérieur, a eu tellement la crainte de cette magistrature conquérante que finalement elle a renoncé à mettre en place les réformes qui étaient nécessaires et une véritable politique pénale que les Français attendaient. Voilà le constat que j'ai voulu faire. Lola, Samuel Paty, Ilan Halimi, les pères Olivier Maire ou Jacques Hamel, vous dénoncez, je cite, la barbarie en provenance d'autres rives. Ce sont quoi ces autres rives, Georges Fenech ? Écoutez, on a trop longtemps nié un phénomène qui pourtant aujourd'hui explose aux yeux de tous, à savoir le lien qui existe entre l'explosion de la délinquance, et notamment la plus violente, avec une immigration totalement incontrôlée. Des quartiers qui sont passés sous la coupe réglée des trafiquants de drogue, dont la plupart sont originaires, comme je le dis, d'autres rives. Vous voyez, si je dis ça aujourd'hui, je risque d'être stigmatisé par la doxa et la bien-pensance. Mais vous savez, aujourd'hui, mes carrières sont Mais dire l'autre rive, c'est déjà de la bien-pensance, Georges Fenech. Dire les choses. Donc il y a eu... Comment vous dites ?
Utiliser l'expression « autre rive », c'est déjà une forme de bien-pensance ou de bienséance. Oui, vous avez raison. En fait, c'est une immigration originaire du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne qui ne s'est pas intégrée, qui ne s'est pas assimilée et qui a provoqué un phénomène de communautarisme. Vous savez, je ne suis pas le seul à le dire. Un ancien ministre de Emmanuel Macron lui-même disait que si on ne faisait rien aujourd'hui, qu'on vit côte à côte, demain nous vivrons face à face. Eh bien, au mois de juillet, les Français ont vu ce que pouvait être ce face à face, avec des émeutes d'une violence inédite et qui a enflammé l'ensemble du pays. Alors, si vous le voulez bien, dans quelques minutes, Georges Fenech, je donnerai la parole à Clément Vérénal et Olivier Rafovitch, qui ont aussi beaucoup de questions à vous poser concernant cet ouvrage. Mais dans nos questions cartes sur table, on aime vous entendre également sur l'actualité de cette fin de semaine. Et vous qui êtes né en Tunisie, ce week-end, c'est un pays voisin, le Maroc, qui a été frappé par un séisme absolument dramatique. On dépasse le millier de morts. Emmanuel Macron s'est dit ce week-end bouleversé. Il a proposé l'aide de la France. Il faut donc une catastrophe d'une telle ampleur pour que les liens entre les deux pays se réchauffent ? Vous savez, quand il y a une catastrophe de cette nature, on dépasse les dissensions politiques, diplomatiques, on porte secours aux populations. Vous aurez remarqué d'ailleurs que même l'Algérie, qui a coupé ses liens diplomatiques avec le Maroc depuis 2021, a ouvert ses aéroports et son espace aérien pour les secours. Et la France est un pays ami du Maroc, même si aujourd'hui il y a quelques refroidissements entre le roi et notre président de la République. Nous sommes des pays très liés et une présence française très importante, notamment dans les régions qui ont été touchées. Vous le déplorez, ce refroidissement justement de relations entre le roi du Maroc et l'Élysée ? Oui, je le déplore parce que, d'abord, c'est une vieille histoire entre nos deux pays amis, mais nous avons tout intérêt à collaborer sur des sujets majeurs. Je pense évidemment à la lutte contre le terrorisme. Le Maroc a toujours contribué au renseignement avec leurs homologues français. Donc il est important que nous continuions à maintenir une relation privilégiée avec les autorités marocaines. Ce week-end, Emmanuel Macron a été copieusement hué par une foule. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, cela s'est passé vendredi soir, une foule de quelques 60 000 personnes lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Carl Olive appelle à des lois d'exception pendant les grands événements. C'est ça la solution ? Non, n'en déplaise à mon ami Carl Olive, que je connais bien, la solution ça aurait été de laisser se dérouler cet événement sportif majeur sans y introduire une dose de politique. Le chef de l'État aurait pu rester dans les tribunes, il savait qu'il prenait un risque majeur. Ben oui, écoutez, il faut laisser la place au sport et qu'au sport, on ne mêle pas politique et sport. Donc il a pris un risque et malheureusement ça ternit un tout petit peu, parce que cette soirée était absolument magnifique avec une victoire exceptionnelle du 15 de France. Mais encore une fois, on ne doit pas mélanger le sport et la politique. Mais ça dit quoi cette foule qui eut un président de la République ? On était habitué à entendre parfois quelques sifflets, des mots, des gestes déplacés. Là, on a ressenti quelque chose de massif. Est-ce que ça dit quelque chose ? Ça dit que les Français souffrent, que les Français sont toujours très à vif sur la question, par exemple, de la réforme des retraites, qui a été imposée par l'article 49.3 de la Constitution française, c'est-à-dire sans vote, finalement, à l'Assemblée nationale. Et donc les Français n'ont pas envie, si vous voulez, de subir une forme de monarchie républicaine. Ils veulent se faire entendre et ils ont le sentiment que le président de la République, actuellement, décide un peu de manière isolée avec ses proches de ce que doit être le bien, finalement, de nos compatriotes. Et quand ce dimanche, vous voyez Marine Le Pen qui qualifie la politique d'Emmanuel Macron de subtil mélange, je la cite, de marketing et de malhonnêteté. Vous qui êtes de la famille des LR, Georges Fenech, vous sentez-vous plus proche aujourd'hui idéologiquement d'un Emmanuel Macron ou plus favorable à une alliance des droites ? Suivez mon regard.
Non, écoutez, franchement, je n'ai pas tellement envie de répondre à cette question. Vous savez, je suis en retrait aujourd'hui de la politique active. Oui, mais c'est le cœur de la problématique de votre famille politique, Georges Fenech. Sous Jacques Chirac. Non, écoutez, moi, je suis un chemin aujourd'hui. Pour moi, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que notre pays retrouve une tranquillité et retrouve une sécurité. Voilà, ce que j'attends d'un prochain pouvoir politique en 2027, ça ne sera pas Emmanuel Macron puisqu'il ne peut pas se représenter. J'espère, si vous posez la question, que ce sera quelqu'un de ma famille politique, car nous avons de vrais talents chez les Républicains. Mais ne me contraignez pas à faire un choix binaire entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bon, donc vous choisissez tout de même la carte Les Républicains. Georges Fenech, c'en est terminé de nos questions cartes sur table. Je vais maintenant donner la parole à Clément Vérénal et Olivier Rafovitch pour nos questions ici depuis Tel Aviv. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une lecture depuis Tel Aviv des événements et des faits que vous dénoncez à Paris. Clément Vérénal. Oui, bonjour Georges Fenech, et on va bien entendu revenir sur les problèmes qui touchent la société française, la justice française, puisque vous êtes magistrat et que vous évoquez beaucoup cette thématique dans votre livre. On l'a compris, vous l'avez d'ailleurs déjà dit à l'instant, vous dénoncez en termes tout à fait très, très abrupts et très argumentés en même temps, vous dénoncez le syndicat de la magistrature et son action au sein de l'institution judiciaire, hein, vous lui prêtez même un pouvoir d'infiltration, un pouvoir occulte. Est-ce qu'on ne va pas vous accuser de conspirationnisme, de complotisme? Ou alors avez-vous des arguments pour étayer vos affirmations? Cher Clément, est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats décide d'appliquer telle ou telle loi ou de lui substituer une autre vision de ce que devrait être la loi? Est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats, alors que le garde des Sceaux venait de rendre une circulaire pour demander de la fermeté contre les émeutiers, diffuse une contre-circulaire à tous les magistrats pour dire mais non, il faut comprendre ces émeutiers parce qu'en réalité, c'est la nouvelle forme des luttes des classes? Est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats appelle à faire battre un candidat à la présidence de la République? Est-ce que vous trouvez normal qu'un syndicat de magistrats préconise d'être partial, c'est-à-dire de prendre le parti de l'une des parties, d'être le défenseur, par exemple, du voleur contre la police? C'est dans leurs termes, hein, c'est dans leurs propos que j'ai repris, évidemment, et sourcé dans mon livre. Est-ce que vous trouvez normal qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation où les juges ont finalement pris le pouvoir? Vous vous souvenez ce que disait Mitterrand? Les juges ont tué la monarchie, ils finiront par tuer la République. Il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir du peuple et de ses représentants. Les juges sont là pour appliquer la loi. Et le général de Gaulle, souvenez-vous, disait dans une fameuse conférence de presse, il n'y a aucune autorité civile, religieuse, militaire, judiciaire qui ne relève in fine du chef de l'État qui est le garant de la liberté et des institutions et de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, tout cela a volé en éclats. Nous avons une judiciarisation de la France, nous avons un Conseil supérieur de la magistrature, des institutions qui fonctionnent finalement sous forme de vase clos en corporatisme et qui font de la loi ce qu'ils veulent. Ça, c'est quelque chose qui est très contraire à la démocratie. Oui, parce que vous accusez également le syndicat de la magistrature d'avoir infiltré le Conseil supérieur de la magistrature. Mais alors on aimerait y voir un peu plus clair. Quels sont les objectifs du syndicat de la magistrature? Quelle est l'idéologie qui sous-tend leur action? Vous écrivez, vous qualifiez, dans votre livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, vous l'imaginez, vous qualifiez leur pratique de stalinienne. Alors, Staline est mort il y a tout juste 70 ans. Selon vous, le stalinisme n'est pas mort et menace toujours la société française, notamment via l'action de ce syndicat de magistrats? Oui. Le stalinisme, le bolchevisme judiciaire. Et cher Clément, vous en savez quelque chose. Permettez-moi de vous interpeller, puisque c'est vous-même, si je ne me trompe, qui avez révélé aux Français en 2013 l'existence d'un mur des cons dans le local du syndicat de la magistrature. Vous imaginez des juges qui épinglent des têtes de turc dans leur local au prétexte qu'ils sont trop sécuritaires et que parmi
Passons sur celle de Nicolas Sarkozy ou d'autres hommes politiques. Il y avait 2 pères de famille dont les filles ont été assassinées, violées notamment par Guy Georges, et dont le crime a été de créer une association pour lutter contre les tueurs en série. Est-ce que vous trouvez que cela normal? Certainement pas. Et c'est en filiation directe avec l'idéologie qui est apparue après les événements de 68, qui consiste à dire la prison ne sert à rien, les délinquants sont les victimes de la société discriminante, les étrangers clandestins, il ne faut pas les expulser car ils ont une créance sur nous, la créance des crimes de colonisation. Vous voyez qu'on inverse totalement les valeurs et qu'aujourd'hui, on ne peut plus sanctionner les délinquants et on ne peut plus expulser les clandestins. Mais tout ça, Georges Fenech, ça justifie le fait qu'aujourd'hui, il y a un climat d'insécurité et de violence en France. Pour moi, c'est la cause principale. À partir du moment où les criminels, les délinquants, les trafiquants du stupéfiant savent qu'ils n'encourent rien ou si peu, ils ne s'arrêteront pas. Donc ils n'ont plus peur de la police, ils n'ont plus peur de la justice. Écoutez ce cri des policiers en France devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police, c'est la justice. Nous interpellons, nous déférons et ils sont relâchés le lendemain. Comment voulez-vous qu'en perte d'autorité des pouvoirs de la justice et de la police, on puisse rétablir l'ordre dans notre pays? Olivier Rafovitch. Bonsoir et très heureux également de vous entendre en direct. Et j'ai également lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, Monsieur Fenech. Moi, avant de parler de choses un peu plus sécuritaires, j'aurais 2-3 éléments à partager avec vous. D'abord, vous êtes un nostalgique d'une période qui n'existe plus et qui ne va jamais revenir. Et moi, ma question que je vous pose, c'est la France aujourd'hui a à peu près 14-13 millions de, comme vous l'avez dit, non autochtones, dont une grande majorité de musulmans. Dans 25 ans, il y aura peut-être 30 millions de musulmans en France. C'est un fait. Avec votre théorie, qui est basée seulement sur la peine et sur la répression, comment allez-vous faire? Ou alors, il faut changer de système et de modèle, parce qu'actuellement, accuser les juges, bon, c'est bien, c'est connu d'ailleurs dans toutes les démocraties. C'est également le cas aujourd'hui en Israël. Accuser la police de ne pas avoir les moyens de sa politique, c'est également une chose. Mais il y a une réalité en face qui fait qu'aujourd'hui, la France a accepté depuis des dizaines d'années de recevoir une population non française, non catholique, non protestante, non chrétienne sur son sol. Et la réalité est qu'aujourd'hui, il y a une population qui n'est pas en elle-même criminelle, mais qui n'est pas, je dirais, de manière historique, ni démocratique, ni républicaine. Et ça, c'est un fait. Et d'en faire abstraction et d'accuser les juges, c'est un peu, à mon avis, un manque de sérieux de votre part. J'attendais d'un juge, d'un magistrat et d'un homme politique de votre trempe, d'avoir peut-être une position plus, je dirais, active, plus moderne, plus nouvelle. Or, je n'ai pas lu de choses nouvelles du tout dans votre livre. Vous voulez dire que Georges Fenech règle de vieux comptes, peut-être, Olivier Rafovitch? Oui, parce que quelque part, vous amenez en fait le lecteur à dire il faut une politique autoritariste. Il faut en fait une Pologne, une Hongrie à la place de la République française. C'est ça que vous voulez? Ou alors, je vais même aller plus loin. Il faut peut-être des juges qui avaient été à l'époque nommés par le maréchal Pétain pour juger les criminels. Je ne sais pas. Vous allez loin, Olivier Rafovitch. Georges Fenech, je vous laisse répondre. Je suis très surpris du propos que je viens d'entendre dans votre bouche, mon colonel, très très surpris. Et je me demande si vous avez vraiment lu mon livre. Et vous pouvez d'ailleurs rappeler le sous-titre du livre, La responsabilité des juges et des politiques. Il ne s'agit pas que de la magistrature, il s'agit aussi de la responsabilité politique qui a effectivement été incapable de garder la maîtrise de nos flux migratoires comme toutes les démocraties ont l'obligation de le faire. Et vous avez raison, on a laissé effectivement rentrer par différents biais, notamment le regroupement familial, des populations entières. Et nous avons affaire aujourd'hui à une immigration de peuplement plus qu'à une immigration de travail. Et quand on tient ce discours, et d'ailleurs beaucoup d'étrangers régulièrement installés sur notre pays qui travaillent, qui ont leur famille, tiennent le même discours, on n'est pas ni xénophobe,
ni nostalgique, et je suis très peiné vraiment que vous ayez dans votre propos cité le maréchal Pétain. Ça n'est pas moi, Clément Velrenal qui me connaît sait très bien qui je suis. Je ne suis pas du tout sur une tendance extrémiste ou droitière. J'essaye toujours dans mes propos d'être équilibré. Pour moi, le politique a une responsabilité. Une trentaine de lois d'immigration ont été votées ces 30 dernières années. Aucune n'a été en mesure de réguler les flux migratoires. Je ne suis pas pour une immigration zéro. Je suis pour une immigration contrôlée, qu'elle puisse être intégrée, qu'elle puisse adopter les valeurs de la France. Et non pas vivre dans une forme à l'anglo-saxonne, si vous voulez, de communautarisme dont on connaît malheureusement les conséquences. Mais d'un autre côté, Olivier Rafovitch, je précise qu'il en reste une minute avant la pub. D'un autre côté, je ne suis pas non plus pour le modèle britannique, mais il est vrai que le communautariste, avec des communautés qui ne voudront jamais s'assimiler au modèle français, est peut-être une solution, parce qu'on le voit en Israël également. Les musulmans israéliens ne seront jamais comme les juifs israéliens. C'est un fait. Maintenant, on vit les uns à côté des autres, mais pas totalement ensemble. C'est une réalité sociétale. On aime ou on n'aime pas, mais elle évite parfois des choses beaucoup plus graves. Bon, mais le ça vivre ne ensemble. pas Pétain, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc Non, il y a quand même j'ai pas dit que M. Pétain était, que le maréchal Pétain était cité par M. Fenech. J'ai dit seulement que c'était lui à l'époque qui voulait que les juges votent exactement comme le politique, ce qui est différent évidemment du livre. On va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant et nous allons continuer à échanger entre Paris et Tel Aviv avec vous, Georges Fenech, à l'occasion de cet ouvrage, L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Seconde partie de notre grand oral. Ne bougez pas, c'est juste après ça.